Bonjour à tous, j'espère que vous êtes toujours au top. Allez, on continue les vidéos sur la reproduction des plantes, on a vu les fleurs, la pollinisation, maintenant on s'intéresse à la formation des fruits et des graines, ou des graines et des fruits, peu importe. Vous êtes prêts? C'est parti! Après la fécondation, les pièces florales autres que le gynécée, c'est-à-dire les pétales, les sépales et les étamines, vont dégénérer. Il existe autant de sortes de fruits qu'il existe de sortes de fleurs. La double fécondation amène à la transformation de deux éléments. Le sac embryonnaire se transformera en graine et l'ovaire se transformera en fruit. Si la paroi du fruit est composée uniquement de la paroi de l'ovaire, on parle de fruit simple. C'est le cas par exemple pour la tomate. Si elle est composée d'autres tissus, comme le réceptacle de la fleur, on parle alors de fruits complexes. C'est l'exemple de la pomme ou encore du potimarron. On peut observer ce qu'on appelle un fruit composé ou une infrutescence, c'est-à-dire une association de fruits dérivant d'une inflorescence, c'est-à-dire une association de fleurs. C'est l'exemple ici de l'ananas, où chaque élément que vous voyez ici est un fruit provenant d'une fleur. Nous avons donc ici un regroupement de fruits, c'est une infrutescence. Intéressons-nous aux fruits simples. Quand le gynécée est formé d'un seul carpel ou de plusieurs carpelles soudées, comme ici, il se forme un fruit unique après fécondation. Dans le cas des fruits simples, l'ovaire peut être super, c'est-à-dire situé au-dessus de la zone d'insertion des pétales et des sépales. En général, dans ce cas, on observe au niveau du fruit les restes des sépales et du pédoncule floral, comme c'est le cas chez la tomate. L'ovaire peut également être infère, c'est-à-dire situé en dessous de la zone d'insertion des sépales et des pétales. Mais dans ce cas, il est forcément non adhérent au conceptacle floral ici en vert. Ce dernier disparaît et il ne reste sur le fruit aucune trace de la fleur, comme c'est le cas chez la cerise. Il existe plusieurs sortes de fruits simples en fonction de l'évolution du péricarpe. Le péricarpe est la paroi du fruit dérivant de la paroi de l'ovaire. Il est constitué de 3 épaisseurs, l'épicarpe, le mésocarpe et l'endocarpe. Si le péricarpe se charge en substances hydrophiles et en eau, on parlera de fruits charnus. Il peut être entièrement charnu. À ce moment-là, on parle de baies. C'est le cas des tomates, des kiwis, du poivron, des piments, du kaki, des myrtilles et de la grenade. D'ailleurs, au passage, vous voyez la grenade, on retrouve encore ici les restes des étamines. Quand l'endocarpe est lignifié, c'est-à-dire enrichi en lignine, un noyau se forme et les graines situées dans le noyau sont appelées amandes. Le fruit est appelé une drupe. C'est le cas de la pêche, mais également de la noix, dont on mange uniquement l'amande. C'est également le cas de la cerise, mais également de la noix de coco. La noix de coco est issue d'un ovaire triloculaire, mais dont une seule graine se développe. L'épicarpe est rigide, le mésocarpe est fibreux, et l'endocarpe lignifié, présentant 3 pores germinatifs dont un seul asservi. L'amande est creuse et contient un liquide que l'on appelle l'eau de coco. La chair que nous consommons à l'intérieur, c'est l'albumène de l'amande. Nous sommes ainsi dans le cas d'un fruit charnu, dont la partie charnue n'est pas comestible. Le péricarpe peut entièrement se lignifier et devenir rigide en formant alors ce qu'on appelle un fruit sec. S'il présente la capacité à se fendre pour libérer les graines, le fruit est qualifié de déhiscent. C'est le cas pour la gousse du haricot, pour la silique du colza et pour la capsule du coquelicot. Vous vous demandez quelle est la différence entre une silique et une gousse? Dans une gousse, nous n'avons qu'une seule loge. Nous avons donc une seule série de graines. Dans la silique, nous avons en réalité 2 loges côte à côte. Chacune possède ses propres graines. On peut très bien le voir ici, car le renflement dû aux graines est décalé. Nous avons donc ici 2 carpelles et ici un seul. Si le fruit ne peut s'ouvrir, on parle de fruit indéhiscent. On parlera d'acène dans le cas où la graine est libre et non soudée au péricarpe. C'est le cas de la samare ailée, comme ici la dissamare de l'érable. On parle de dissamare parce qu'il y a 2 samares accrochées ensemble. Mais c'est également le cas de la nucule où la paroi est très dure, comme pour la noisette ou les glands de chêne. On parlera de caryopse quand la graine n'est pas libre car son tégument est soudé au péricarpe du fruit. C'est l'exemple du caryopse de maïs. Donc un caryopse, c'est quand la graine n'est pas libre et que son tégument est soudé au péricarpe du fruit. Quand le gynécée est formé de plusieurs carpelles libres, chacun évoluera en un fruit simple. On peut citer en exemple la dissamare de l'érable. Quand le nombre de carpelles libres est supérieur à 4, on parle de fruits multiples. On peut citer en exemple la framboise, qui est une polydrupe, ou la fraise, qui présente de nombreux akènes. Tous ces petits grains, ce ne sont pas des graines, ce sont des fruits, ce sont des akènes. On peut donc qualifier la fraise de polyakène. Cependant, le réceptacle floral se développant et devenant comestible, la fraise peut également être considérée comme un fruit complexe. Intéressons-nous maintenant aux fruits complexes.
Dans le cas des fruits complexes, la formation d'un fruit fait intervenir d'autres tissus. La pomme est un fruit complexe dérivé d'un ovaire infère adhérent. L'ovaire se situait en dessous de la zone d'insertion des sépales et des pétales et adhérait au conceptacle floral ici en vert. Ainsi, le fruit est en réalité ce que l'on appelle vulgairement le trognon. La partie que nous consommons provient du réceptacle floral qui s'est développé. Dans le cas de la citrouille et de la courgette, qui sont des baies dérivées également d'un ovaire infère adhérent, il est difficile de définir la limite entre les tissus d'origine ovarienne et le tissu du conceptacle floral qui s'est développé. Intéressons-nous maintenant aux graines et à leur mode de dispersion. On rappelle que le tube pollinique va creuser le style pour venir déverser son contenu dans une des deux synergides. L'un des deux gamètes féconde l'oosphère, ce qui va donner un zygote diploïde, alors que l'autre va féconder la cellule centrale et va donner un zygote triploïde. Ce dernier évoluera en albumène, tissu de réserve pour l'embryon. L'albumène sera soit conservé et servira de réserve alimentaire pour le développement de cet embryon au cours de la germination, soit consommé par l'embryon au moment de sa formation, et les matières de réserve seront alors stockées dans les deux cotylédons. On parle de graines albuminées, comme la graine contenue dans le caryopse de maïs, ou de graines exalbuminées, comme la graine de haricot. Les réserves peuvent être de nature glucidique, comme de l'amidon, ici dans ce caryopse de maïs. En versant quelques gouttes d'eau iodée sur ce caryopse, on voit nettement que la réserve se trouve dans l'albumène et non dans l'embryon. Si je prends cette fois une graine exalbuminée, dans le cotylédon de ce haricot, je constate qu'il y a également de l'amidon. Le test à l'eau iodée ne révèle pas la présence d'amidon dans un cerneau de noix. Dans ce cas, on va trouver des réserves de nature lipidique. Quand on fait une coupe au microscope, on observe des micro-gouttelettes d'huile, mais on va également trouver des réserves de nature protéique. Ce sont des grains d'aleurone que l'on peut trouver également dans l'albumène des graines de ricin. Une fois l'embryon formé et les réserves accumulées, il s'effectue une déshydratation à hauteur de 95% de perte d'eau qui entraîne une cessation de toute activité métabolique et induit une entrée en vie ralentie et en dormance de la graine. Ces étapes sont sous contrôle hormonal. Les cytokinines, les gibérellines et les auxines interviennent dans l'embryogénèse. L'acide abscisique intervient dans l'accumulation des réserves, la déshydratation et l'entrée en vie ralentie. L'embryogénèse s'achève avec la germination. Quand les conditions environnementales sont favorables, la dormance se lève, la graine sort de sa vie ralentie. Elle s'imbibe d'eau, gonfle et son tégument se fend. La radicule émerge et s'oriente selon un gravitropisme positif. Le démarrage de la vie de la plantule est hétérotrophe en consommant les réserves de la graine. Quand les jeunes feuilles deviennent vertes, même s'il y a encore des réserves dans les cotylédons, la plante va activer la photosynthèse et va progressivement passer au métabolisme autotrophe. Intéressons-nous maintenant au mode de dispersion. Une semence est une partie d'un végétal qui, après séparation naturelle de la plante mère, peut engendrer un individu. Une semence peut donc être une graine ou un fruit. Dans le cas où le fruit est un fruit sec déhiscent, la dissémination s'effectue à courte distance. Lors de la déhiscence, c'est-à-dire de l'ouverture du fruit, un mécanisme d'éjection propre au fruit sec projette des graines autour de la plante. On parle d'autochorie. Ce mot vient du grec chori qui veut dire se mouvoir et auto par soi-même. C'est donc la plante elle-même qui agit généralement par éjection mécanique. Il existe des fruits non déhiscents mais capables de projection. C'est le cas du concombre d'Âne dont le fruit se charge en eau. La pression interne peut dépasser 6 bars, soit 2 fois plus que dans un pneu de voiture. Arrivés à maturité, les fruits se détachent facilement et les graines sont alors violemment projetées à la vitesse de 10 mètres par seconde jusqu'à 12 mètres autour de la plante. Dans le cas du châtaignier, la semence est un fruit sec, un akène, qui est protégé par des bractées épineuses mimant une capsule. Quand ces bractées s'écartent, les fruits vont tomber sous leur propre poids. On parle de barochorie. Ça vient du grec baros qui signifie poids, donc se mouvoir sous son propre poids. Les semences peuvent être transportées par le vent. On parle d'anémochorie. Chez les espèces anémochores, les semences peuvent être soit des graines, comme pour le coquelicot ou le tulipier du Gabon, ou alors des fruits, comme la dissamare de l'érable, ou ici cette gousse de bois noir, qui, transportée par le vent, va finir par tomber au sol, et en subissant l'action des micro-organismes de celui-ci, finira par libérer ses graines. Les semences peuvent être transportées par les animaux. On parle de zoochorie. Les espèces zoochores peuvent produire des semences qui s'accrochent aux animaux, comme c'est le cas pour la semence de bardane qui présente des crochets. Certaines semences peuvent être consommées par les animaux qui digéreront uniquement la partie charnue et rejetteront les graines dans leurs excréments. L'attaque des enveloppes par les sucs digestifs les fragilise et favorise la germination. Cette méthode de dissémination permet un transport des graines sur de très longues distances.
On peut citer en exemple les graines de violette et leur élaïosome. Les fourmis transportent cette graine dans leur fourmilière où elle servira de réserve de nourriture. Quand l'élaïosome sera consommé, la graine sera rejetée hors de la fourmilière. Elle aura ainsi été transportée sur une grande distance. On parle de myrmécochorie.